Mesdames, Messieurs, chers invités, bienvenue. Il fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5 à 7 professionnel pour vos affaires. Cette activité est une première pour la Chambre de commerce et, on l'espère, sera une prémisse à plusieurs autres éditions. Je tiens à remercier nos conférenciers de ce soir qui ont accepté notre invitation. Je voudrais également remercier Mme Lynne Dumontier et M. Daniel Blais, respectivement de Desjardins Entreprises et de Desjardins Caisse d'Autrey, de permettre la présentation de cette activité. Je profite de l'occasion également pour féliciter M. Steve Arnois pour l'hommage qui lui sera rendu dans quelques instants. Je souhaite à tous une belle soirée et bon réseautage. Merci. Merci Jean-François. J'aimerais remercier les partenaires de la Chambre de commerce, soit Desjardins représentés par Mme Lynne Dumontier ici ce soir et M. Daniel Blais, la Ville de Berthierville, Fleet Info, à titre de partenaire associé IGA Extra Marché Croisetière, nos collaborateurs annuels, soit Résidence funéraire Efterio, EBI Environnement, Lucie Del Parizeau, SADC d'Autrey Joliat, nos commanditaires de services, soit l'Action d'Autrey, Pascal Charland CPA, Elisabeth Gagnon photographe, ainsi que Salut ça va Média. Donc, j'inviterai maintenant Mme Annick Bélanger à venir à l'avant, s'il vous plaît. Puis Mme Vanessa Sylvestre du groupe EBI, toutes deux administratrices à la Chambre de commerce, à venir nous présenter un hommage tout spécial. Il est maintenant temps de rendre hommage à une personne qui s'est fait remarquer par son ardeur au travail, ses compétences, son dévouement, son implication à faire grandir notre société, notre communauté, en particulier dans notre environnement, afin que chacun de nous, que ce soit en tant que personne, en tant qu'entrepreneur ou même comme organisme ou institution, puisse évoluer. Ainsi, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey rend hommage à une personne à chacune de ses activités régulières. Une soirée spéciale vin et fromage, le 11 mai prochain, couronnera la personnalité de l'année. Il faut noter que cet hommage est attribué à une personne et non à une entreprise, car à la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Pour avoir la bonne recette en entreprise, comme en alimentation, ça prend de bons ingrédients et des entrepreneurs travaillants, audacieux et visionnaires. Chez Délices d'antan, la famille Arnois a su faire la bonne recette. Cela a commencé par développer le goût des beignes que faisait la grand-mère, puis se créer un marché. Ensuite, on prend de l'expansion et on exporte hors des limites de la région. Maintenant, on assure la prospérité. Pour tout ça, on peut dire qu'ils ont su produire la recette gagnante. Monsieur Steve Arnois, le cadet de l'organisation, un jeune homme dynamique, par qui passe aujourd'hui le développement de l'entreprise, a eu la chance de faire partie d'une famille forte et solide sur qui il prend exemple pour mener à bien sa vie autant personnelle que professionnelle. Tout nouvellement fiancé à Karine, la mère de ses enfants, Mégane 6 ans et Raphaël 4 ans, qui sont d'ailleurs toute sa fierté. Il ambitionne de recréer l'image, les valeurs et les mêmes principes familiaux que ceux qui lui ont été inculqués. En 2004, au moment où M. Steve Arnois rachète les actions de l'associé de son père, c'est le début d'une union père-fils très prometteuse. Dès lors, les Délices d'antan est synonyme d'excellence et de succès. D'ailleurs, c'est lors du gala Promexcel 2006 qu'ils sont récipiendaires du prix des jeunes entrepreneurs de l'année et du prix tant convoité Coup de cœur du public. Les défis entrepreneuriaux sont alors lancés. Il faut faire encore plus, faire encore mieux et aller plus loin. Beaucoup de projets s'annoncent pour l'année 2007. D'abord, Patrick, le fils aîné, vient rejoindre Robert et Steve pour compléter l'équipe père-fils. C'est une année décisive pour l'entreprise. Conséquent de sa croissance rapide et après avoir ouvert une nouvelle usine de production à Berthierville, implanté un nouveau réseau de distribution, effectué une réorganisation complète de l'entreprise, Steve et sa famille sont maintenant prêts à prendre le marché québécois et à y répondre avec excellence. Des franchises sont ouvertes, une à Notre-Dame-de-Lourdes, près de chez nous, une deuxième à Magog, une preuve que leur réputation dépasse nos limites régionales. D'ailleurs, nous sommes témoins des gens qui nous disent « Moi, j'arrête à Berthier pour acheter mes beignes ». Toujours à l'affût des nouvelles tendances du marché, il embarque maintenant sur la route avec des caravanes style truck food.
pour faire la promotion des fameux beignes aux patates. Elle roule à travers le Québec dans les plus grands festivals et événements. Il procure ainsi un rayonnement pour les délices d'antan dans toutes les villes et régions qu'elles occupent, telles que Québec, Gatineau, les Laurentides, Montréal et naturellement notre belle région. Quelle belle visibilité s'offre-t-il ainsi? Maintenant, leurs produits sont distribués et reconnus dans les supermarchés aux 4 coins du Québec. Toute cette visibilité, cette notoriété qui vous est acquise se veut aussi être un fleuron de Berthier. À la Chambre de commerce, nous sommes convaincus que vous aidez notre région à prospérer. Vous créez une richesse pour Berthier au plan entrepreneurial et humain. Monsieur Steve Arnois, nous sommes fiers aujourd'hui de vous faire cet hommage pour avoir grandement contribué à l'élargissement de l'entreprise Les Délices d'Antan. En peu de temps, vous êtes devenu un homme accompli professionnellement et socialement. Sûrement que vous êtes un pilier pour votre famille, vos amis et tous ceux qui vous côtoient dans leur quotidien. Votre accomplissement, autant professionnel que social, est remarquable. Félicitations à Monsieur Steve Arnois. D'être venu, tout particulièrement M. Sauvageau pour son implication dans la Chambre des commerces et le comité de sélection d'avoir pensé à nous. C'est vraiment très agréable. Ça fait du bien de recevoir la confiance et la reconnaissance de la communauté des gens d'affaires. Je voudrais dire un merci tout spécial à mon père pour sa confiance et d'avoir respecté mes idées et aussi à mon frère pour tous ses efforts. Et il est tout le temps là, il est tout le temps disponible. Fait que merci, un gros merci Pat. Un gros merci Pat. Je voudrais aussi remercier ma fiancée de me supporter dans les bons, puis surtout dans les mauvais moments. Je pense qu'on a tous en tant qu'en business, là, comme on dit, puis tout le monde passe par là, j'imagine. La famille des Délices d'Antan a connu des moments plus difficiles, comme vous tous, mais notre équipe d'employés dévoués ont réussi à garder le train sur les rails et nous avons réussi à connaître une année remarquable au niveau du développement. Alors, je partage cet honneur avec toute mon équipe et tous mes collaborateurs. Pour vous résumer un peu nos activités, Mme Sylvestre, vous l'avez très, très bien fait. Alors, je vais vous sauter ce bout-là parce que c'est très émouvant ce que vous avez dit. Puis, écoutez, ça fait... je veux remercier évidemment tous nos clients pour leur fidélité. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, merci à tous. Puis, je vous souhaite une excellente soirée. J'invite maintenant M. Daniel Blais, directeur général de la Caisse d'Autrey, à venir nous présenter les conférences de ce soir ainsi que les conférenciers associés. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Permettez-moi, en commençant, de rendre hommage, féliciter Steve et la famille Arnois et les Délices d'Antan et ses employés pour l'hommage qu'on leur a rendu. Effectivement, vous êtes de bons ambassadeurs de la Chambre de commerce de Berthier-d'Autrey et de l'industrie. Fait que mes félicitations, mes hommages. Géré ce soir à titre de présentateur de l'activité comme telle. Desjardins est un partenaire important de la Chambre de commerce depuis longtemps. Je suis accompagné ce soir des meilleurs gestionnaires du territoire de Dautrey. Madame Danielle Lauzon, directrice marché des particuliers. Madame Ginette Saint-Pierre, directrice financement placement. Monsieur Joël Plouffe, directeur gestion de patrimoine. Monsieur Stéphane Charette, directeur financement placement. Et monsieur Benoît Guévremont, directeur opération transactions cité. Chez Desjardins, quand on sort, on sort. On est aussi accompagné de directeurs de compte de Centre Desjardins Entreprises de la Naudière, dans la personne de Lynne Dumontier, Mario Legault et Roch Rivet. Fait que tous ces bénévoles sont à votre service. Et on est fiers de présenter l'événement. On est fiers aussi d'être associé à la Chambre de commerce depuis plusieurs années. Pour ma part, je suis impliqué directement au conseil d'administration de la Chambre. Mais du côté de Lynne, du côté des directeurs de compte ou des gestionnaires, on est de fiers participants aux diverses activités. Et notre but, évidemment, c'est un but de présence dans le milieu proximité, mais c'est aussi de pouvoir intéresser, de pouvoir attirer des gens d'affaires de notre milieu, de mettre en contact, de faire le réseautage dans la belle mission de la Chambre de commerce. Évidemment, aujourd'hui, on essaie un nouveau type d'activité d'entreprise
le but est d'abord d'informer nos membres de la Chambre de commerce. Le premier but étant de les informer sous divers aspects que je qualifierais de peut-être un peu plus à un niveau de nature professionnelle, voire même gestion administrative. Sous divers sujets d'aspect juridique qui sont souvent connus par les gens d'affaires, je dirais quelquefois maîtrisés, assez souvent négligés, parce que finalement, l'aspect juridique, l'aspect administratif conventionnel, ben, c'est ce qui passe en dernier, parce que on a tous le souci des ventes, développement de marché, croissance, rentabilité, gestion de ressources humaines et autres. Puis dans notre pratique, chez Desjardins, on voit souvent quelques manquements. Et évidemment, souvent, ça se corrige. Mais quand il est trop tard, ben, on a dit, les vieux disaient, j'aurais donc dû. Fait que c'est dans ce contexte-là qu'on a pensé organiser avec Louis, la participation de Louis du conseil d'administration, une mini-conférence plus de nature administrative professionnelle. Le deuxième sous-objectif était de mettre en valeur nos professionnels juridiques qui exercent sur le territoire de la MRC, plus spécifiquement dans Abitiéville. Plusieurs bureaux de professionnels y sont présents depuis longtemps. Et le but de l'exercice, Chambre de commerce, on voit souvent du réseautage entre les gens d'affaires, clients, fournisseurs directement. Mais pour avoir parlé à quelques conférenciers qu'on a depuis une année, de faire ressortir que l'expertise, elle est sur place. Pas obligé d'aller à Joliette, pas obligé d'aller à Montréal. L'expertise juridique, elle est sur place. Donc, c'est à double tranchant. D'un côté, informatif pour les membres, puis deux, de mettre en valeur nos partenaires. Donc, on va procéder tantôt. Il y aura 3 mini-conférences qui vont traiter des sujets comme la responsabilité des administrateurs dans le cadre d'une organisation à but non lucratif. C'est Maître Paul Yanakis qui va nous la présenter. On va traiter des avantages et inconvénients des différentes structures juridiques qui existent. Et on va aussi traiter des mandats en cas d'inaptitude, mais du côté d'une clause entrepreneur. Il n'y aura pas de période, pardon, il n'y aura pas de période de questions qui sera allouée. D'abord, une question de logistique, question de temps. Par contre, après les diverses conférences, chacun des conférenciers se surplace pour répondre à des questions qui sont toujours un petit peu plus personnalisées. Et dans une question de groupe, ben, des fois, ça perd un peu d'intérêt. Fait que nos conseillers sont sur place pour répondre à quelques questions. Et on verra après coup si la formule vous a intéressé ou autre. Bien, peut-être que dans une prochaine année, prochain semestre, cette forme de mini-conférence pourrait peut-être prendre la forme plus d'un genre de mini-sommet professionnel ou autre, auquel pourraient se greffer des bureaux de comptables, de fiscalistes, d'avocats et autres. Fait que c'est un peu la mission qu'on se donne. Desjardins, présentateur de l'événement, je l'ai mentionné tantôt. La Caisse de Dauterier, on est un acteur économique important dans le milieu. On a maintenant un volume d'affaires qui frise le 1,6 milliard. La dernière année se solde par une croissance d'à peu près 90 millions de volume d'affaires sur le territoire de l'ensemble du territoire. Et les profits générés par l'exercice vont friser ou un peu dépasser les 11 millions. Fait que c'est pas gênant de s'affirmer comme force économique, partenaire du milieu, avec nos gens d'affaires, nos membres réguliers particuliers, et d'être présents. Fait que sur ça, j'inviterai Maître Paul Yanakis, premier conférencier. Paul va nous entretenir, comme je l'ai mentionné tantôt, des responsabilités des administrateurs pour une organisation à but non lucratif. Paul pratique à Abitiéville depuis principalement le milieu des affaires et droit municipal, possède également une solide expérience dans les litiges concernant le domaine de la construction. Maître Paul. Alors, merci à la Chambre de commerce, merci à Desjardins d'avoir organisé cette soirée. Mon but, c'est pas de faire une représentation magistrale, un cours de droit sur la responsabilité des administrateurs. En premier lieu, je voudrais vous dire, oui, c'est à but non lucratif, mais tout ce que je vais vous dire pour les organismes à but non lucratif, ça vaut aussi pour les organismes à but lucratif. Alors, quelle est la responsabilité d'un administrateur? Vous savez, c'est toujours les gens qui n'ont pas de temps qui sont toujours sollicités pour faire partie de plein d'organisations, que ce soit à but lucratif ou à but non lucratif.
Mon but, c'est pas que vous donniez votre démission tout de suite après ma conférence à Louis en disant, regarde, merci, bonjour, après ce que je viens d'apprendre, ça m'intéresse plus. Auquel cas, Louis ne me réinvitera plus jamais. Le but, c'est plutôt que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez et comment vous protéger et comment être à l'affût des difficultés qui pourraient surgir et qui pourraient entraîner votre responsabilité. Alors, si on se place au moment de l'élection, bon, tout le monde est de bonne humeur, on prend une petite bière, on fait les élections, plus souvent qu'autrement, la slate est plus ou moins organisée. Et là, des personnes sont nommées au conseil d'administration de la Chambre. Souvent, on ne réalise pas exactement l'ampleur du rôle qu'on vient d'accepter de jouer. Je dirais que la responsabilité, c'est à 3 volets. D'abord, vous héritez d'une organisation qui existe depuis longtemps, qui est dynamique, qui est connue dans la société. Par exemple, je vérifiais, la charte de la Chambre de commerce existe depuis, la mémoire me fait défaut, là, depuis 1902, je crois. Ouais. Le 20... quelque chose comme ça. Je ne veux pas dire des conneries. Là. C'était au début du siècle, effectivement. Donc, c'est un des... 1903. Alors, c'est une des plus vieilles organisations, c'est une des seules à Berthier qui a passé à travers le temps. Bien sûr, il y a eu des hauts, des bas, mais il faut que vous soyez conscient que quand vous devenez administrateur de la Chambre de commerce, on vous confie à vous les rênes et les destinées d'une organisation qui existe depuis si longtemps. Donc, il y a un capital humain, les membres de la Chambre de commerce. Vous devez... Ça fait longtemps. Pourquoi on est membre de la Chambre de commerce? D'abord parce qu'on pense, à titre personnel, venir y chercher des renseignements, faire du réseautage, qui fait de nous, en bout de ligne, des meilleures personnes, des meilleurs gestionnaires, des meilleurs administrateurs, des meilleurs professionnels dans notre milieu. Ensuite, bien sûr, il y a un aspect amical dans ça de rencontrer des gens. Mais il y a une mission, et pourquoi les gens viennent ici, c'est parce qu'ils en tirent un profit, et donc ils vous confient à vous le mandat de perpétuer ça, et, si possible, d'un conseil d'administration à l'autre, d'améliorer la situation. Donc, je dirais que vous avez une responsabilité à ce niveau-là. C'est que, regardez, il y a des gens qui, parce qu'ils sont membres de la Chambre de commerce, vont avoir une sensibilité. Par exemple, c'est commandité par Desjardins. Bien, la première institution à laquelle ils vont penser, c'est Desjardins. La première place où ils vont penser peut-être pour aller acheter des beignes, c'est chez Beignes d'antan. Ils vont aller voir. Pourquoi? Bien, parce que c'est des gens qu'on voit, on les voit une fois par semaine, une fois par mois. On est préoccupé, on pense à eux. Et aussi, bien, au-delà de l'individu, bien, il y a l'image du commerce. Donc, vous avez cette responsabilité-là de prendre ça en charge et de le perpétuer. Il y a aussi un capital humain à la Chambre de commerce. Il y a du personnel, il y a le directeur général, il y a des gens qui gravitent autour de la Chambre de commerce, et vous devenez le patron de ces gens-là. Pensons les employés qui travaillent à la Société de l'assurance automobile, il y a aussi Louis comme DG. Donc, vous avez des responsabilités. Ces gens-là deviennent indirectement vos employés, et donc, vous acquérez une autre responsabilité à ce niveau-là. Ensuite, ben, la Chambre de commerce a des avoirs. Elle a de l'argent, elle a des biens. Vous avez le devoir de les administrer correctement, de les faire fructifier, et vous êtes redevable envers les membres de la Chambre de commerce et envers la communauté, parce que, comme c'est une entreprise à but non lucratif, si demain matin on liquidait la Chambre de commerce, l'argent n'ira pas dans nos poches. L'argent va aller dans la communauté. Donc, jusqu'à un certain point, l'État accorde à la Chambre de commerce, entre autres, le privilège de ne pas payer d'impôts, il y a des avantages fiscaux, certains avantages économiques, parce qu'on est au service de la société et en bout de ligne, si on devait se dissoudre, cet argent-là devrait retourner dans la communauté. Donc, vous avez cette responsabilité-là que vous assumez au moment où vous devenez administrateur de la Chambre de commerce. Bien sûr, comme c'est une entreprise à but non lucratif, on pourrait penser, oh, regarde, c'est pas grave, c'est pas dangereux. Faites attention. Faites attention. Dépendamment, on a la chance, par exemple, à la Chambre de commerce,
qu'il y a eu une saine gestion qui a été faite pendant très longtemps et Louis Sauvageau a été recruté comme agent libre il y a quelques années et écoutez, c'est peut-être un des meilleurs moves que la Chambre de commerce a jamais fait au point de vue de l'administration, de la gestion, de l'organisation, de la fiabilité et d'être certain que la reddition de comptes se fait correctement à chaque année. Donc, ça, c'est un plus, mais il ne faut quand même pas se fier uniquement sur les gens qui sont là. Quand on est dans un poste de direction, il faut assumer le leadership et puis il faut être proactif. Vous allez voir qu'il peut y avoir des situations où le fait d'avoir été proactif peut drôlement vous servir. Donc, il y a un côté organisationnel où là, on peut dire que les administrateurs ont une obligation de moyens. C'est-à-dire, on va essayer d'organiser des activités, on va essayer d'intéresser des gens, on va essayer de faire des soupers, on va essayer de faire des sorties industrielles, on va inviter des conférenciers, certains vont marcher, d'autres moins bien, on va faire de l'argent, on va perdre de l'argent. Dans la mesure où tout le monde agit de bonne foi, ce que vous donnez à la Chambre de commerce, finalement, c'est vos connaissances et vous les mettez au profit de tout le monde. Et c'est pas tellement là-dessus sur l'aspect opérationnel, je dirais, organisationnel, disons, où votre responsabilité risque d'être encourue. Quand même que vous videriez les fonds de la Chambre de commerce, si vous l'avez fait vraiment de bonne foi, puis vous pensiez que telle activité allait fonctionner, puis on mange nos bas, ben, personne ne va pouvoir revenir sur vous si tout le monde a agi correctement et de bonne foi. Je vous dis tout de suite, et vous allez voir après pourquoi, n'embarquez jamais dans une organisation en disant « Regarde, j'ai pas de temps, je m'en occuperai pas. Comme ça, si je m'en occupe pas, ben, il m'arrivera rien, puis c'est pas grave. » C'est la pire chose que vous pouvez faire. Si vous voulez vous démunir puis ne plus avoir aucun moyen de contester quoi que ce soit qui risque de vous arriver par la suite, c'est la recette parfaite. Ne vous engagez jamais si vous n'êtes pas capable de vous impliquer, si vous n'êtes pas capable de suivre l'organisation et surtout si vous n'êtes pas en position de demander des redditions de comptes aux gens qui travaillent pour vous. Il n'y a rien qu'un DG aime mieux que quelqu'un qui demande de rendre des comptes. D'abord, ça démontre l'intérêt que les gens portent à sa fonction. Ça démontre généralement que ces gens-là sont intéressés au développement et à la conservation du patrimoine. Et il n'y a pas personne parmi vous qui n'est pas content de faire une reddition de compte en disant « Regarde, mes livres balancent, j'ai fait ma job, ce que j'avais à faire, je l'ai fait, tout est fait correctement, tous les papiers sont remplis. » Tout le monde a une certaine fierté à le faire. Donc, vous gérez des employés. Allons-y sur cet aspect-là. Ben, à compter du moment où vous entrez dans une organisation où il y a des employés, ben, vous êtes tenu à la rémunération et à rémunérer ces employés-là conformément à la loi. Vous êtes tenu, par exemple, de faire des déductions en source. Ben, comme administrateur, sachez que vous êtes responsable du paiement des déductions en source. Personnellement. Donc, vous devez, s'il y a des employés dans l'organisme, quel que soit l'organisme, là, à but non lucratif ou pas, vous allez, dans certains aspects de ce que vous allez faire, être des fiduciaires. Fiduciaires de l'organisation quand c'est les fonds de l'organisation que vous administrez, puis fiduciaires de l'État quand vous allez percevoir ou gérer des fonds de l'État. Pensons à deux volets particuliers, j'ai parlé des DAS, il y a la TPS-TVQ également, pour prendre les deux qui sont les plus connus. Donc, vous êtes responsable, personnellement. Comment on fait pour savoir que c'est vous qui êtes personnellement responsable? Bien, au registraire des entreprises, quand, après l'élection, le DG a le devoir d'inscrire votre nom comme administrateur. Donc, très facile pour les gens qui vérifieraient les livres ou qui vérifient la comptabilité, d'aller voir qui est administrateur. Si votre nom y apparaît, c'est bien de valeur, mais vous êtes là. C'est vous qui êtes responsable. Pour pas que ça vous arrive, la seule façon que vous puissiez limiter votre responsabilité, d'abord, c'est de vous arranger pour pas que ça arrive. Puis pour pas que ça arrive, c'est de demander des comptes. L'autre chose, j'ai vu souvent dans des organisations, puis des gens sont venus me consulter après, c'est cool de signer des chèques d'avance. Tu sais, moi, il en signé 10, moi, il en signé 15, puis comme ça, il n'y aura pas besoin de me rappeler pour... Ne faites
jamais ça. Ça a l'air cool, mais c'est totalement dévastateur si jamais l'argent n'est pas utilisé à bon escient. Et vous ne savez pas ce qui peut arriver dans la vie de la personne à qui vous remettez les chèques. Il peut y avoir plein de choses qui vous échappent, qui peut-être à un moment donné vont y échapper à lui-même, puis qui fait que l'argent ne sera pas géré comme vous attendiez qu'elle le soit. Et vous savez, si jamais ça arrivait dans une situation comme celle-là, comme administrateur, vous ne serez jamais exempté du paiement du capital et des intérêts. Tout ce que vous pourrez négocier avec le gouvernement, c'est des pénalités. Puis pour ne pas devoir payer les pénalités, il y a 3 motifs principaux que vous allez devoir faire valoir avec succès. Le premier, c'est que vous avez agi avec diligence et habileté. Vous avez tout fait pour pas que ça arrive. Vous vous êtes intéressé à la société que vous administrez, vous avez vérifié les livres, vous avez demandé des comptes, et d'après les informations que vous avez eues, ça semblait correct. Le deuxième, c'est évidemment de ne pas avoir eu connaissance du manquement. Vous n'y avez pas participé, vous l'avez ignoré totalement. Et le troisième, c'est qu'il ne faut plus que vous soyez administrateur depuis 2 ans. Et là, vous allez sauver pénalité. Donc, vous voyez que ça pose sur vous un fardeau qui n'est pas si incroyable que ça si vous en occupez puis si vous êtes proactif à l'intérieur de la société que vous administrez. Et vous avez une responsabilité pour vous assurer, par exemple, que les employés sont payés. Les administrateurs d'une société sont responsables, jusqu'à un certain point, du paiement des employés. Que les remises sont faites à l'État, DAS, puis tout ça, mais il faut que vous soyez vraiment au fait de ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez être amené comme administrateur de société, passe dans la banque, va signer, ça prend des signatures à la banque. Oui, ça prend des signatures à la banque, ça prend des personnes fiables, des personnes en autorité qui le font. Vérifiez toujours d'avance quel est l'état des finances de la société dans laquelle vous vous embarquez. Quand vous allez à la banque, n'oubliez pas une chose, puis les gens des banques me corrigeront si j'ai tort, quand vous êtes signataire d'un compte de banque, vous êtes responsable de ce qui se passe dans le compte de banque. Généralement, vous vous rendez responsable des découvertes qu'il y a dans le compte de banque. Faites attention, vérifiez, demandez à la banque, est-ce qu'en signant, expliquez-moi exactement ce que je signe. Est-ce que c'est simplement... Est-ce que j'ai une responsabilité qui va avec? Est-ce que s'il y a des... Bon, j'ai parlé des découvertes de banque, mais est-ce qu'on a des emprunts? Est-ce qu'il y a des paiements qui passent? Est-ce que... vous savez, il peut arriver plein de choses. Quelqu'un va faire un chèque, par exemple, à NSF, à la société pour laquelle vous agissez. La société va se retrouver avec un découvert de banque. C'est pas de votre faute, mais vous en êtes responsable pareil si vous êtes rendu responsable des paiements à la banque. Donc, c'est une chose à laquelle vous devez vérifier, vous devez être sensible à ça. Et il n'y a pas de gêne à y avoir. Ne vous sentez jamais mal d'être certain de ce que vous faites, d'aller au fond des choses. C'est un signe de saine administration, c'est un signe que vous savez ce que vous faites, puis vous savez comment le faire. Il y a un autre aspect qui est important, c'est si vous faites des activités. Par exemple, moi je me souviens, la Chambre de commerce, à un moment donné, on faisait la patinoire sur le fleuve, pour en nommer une parmi d'autres. Si vous participez à ces activités-là, puis je me souviens, il y a des gens comme Louis ou Jean Farley qui allaient arroser la patinoire, puis tout ça. S'il arrive un accident, la personne qui en est victime, c'est bien de valeur, mais quand même, vous auriez travaillé comme bénévole, quand même, vous auriez donné votre temps. Si quelqu'un se retrouve vraiment mal pris, puis écoutez, comme avocat, je le sais, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas trop qui on va poursuivre? On fait ça dans le tas. On poursuit tout le monde pour être certain qu'en bout de ligne, on ne se fera pas dire d'abord par un juge, tu aurais dû poursuivre un tel, mais il est trop tard. Donc, tu es poursuivi tout en même temps en espérant que tu vas en accrocher un dans la gang que tu as poursuivi. La façon d'éviter ça, c'est si l'organisme dans lequel vous êtes organise des activités publiques, assurez-vous qu'elle a une assurance responsabilité civile qui couvre
tous les participants, tous les administrateurs, tous les organisateurs. Sinon, faites-le pas, tu sais. Même vous organiseriez un bingo, puis si quelqu'un glisse 5 jetons en allant chercher son prix, regardez, il n'y a rien qui dit que... Et c'est pas le fait de savoir est-ce que vous êtes responsable ou pas. C'est le fait de savoir combien ça va vous coûter pour convaincre quelqu'un que vous ne l'êtes pas. Alors que si vous avez de l'assurance, vous prenez la lettre, vous l'envoyez à votre courtier d'assurance ou à compagnie d'assurance. Tout ce qui peut arriver au pis-aller, c'est que l'organisme va devoir payer le déductible s'il y en a un pour indemniser l'autre partie. Mais ça ne vous empêchera jamais de dormir. Au niveau organisationnel, il y a des, dépendamment du type de décision que vous prenez, de l'ampleur des décisions que vous prenez, de l'ampleur du budget que vous administrez, il y a aussi des polices d'assurance pour erreur et omission des administrateurs. Dans le cadre de votre gestion, est-ce qu'il y a des chances que vous puissiez causer un dommage à qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, au niveau contractuel? Des fois, vous signez des contrats, des choses comme ça. Est-ce que ça pourrait arriver? Si l'organisme pour lequel... D'abord, je vous dirais la règle, c'est assurez-vous donc. Faites-le. Vous êtes mieux de payer 1000 pièces de prime pour rien que regretter de ne pas l'avoir payé puis d'être pris avec la dette pas avec le problème dans le futur. Donc, ça, c'est un autre... excusez-moi. C'est un autre aspect qu'il faudrait que vous vérifiez, c'est-à-dire votre protection personnelle, c'est-à-dire l'organisme, vous et les participants aussi, qui participent à vos... ça peut être le grand public ou ça peut être les gens de la Chambre de commerce, mais quoi qu'il en soit, vous avez intérêt, tout le monde, à ne pas vous soucier du tout de ça. L'autre responsabilité que vous avez, c'est envers la Chambre de commerce, puis envers les autres personnes qui sont avec vous à la Chambre de commerce. Là, je vais passer brièvement, mais là, ça devient une question d'éthique, puis une question de gouvernance. Jusqu'à quel point, moi, ça fait mon affaire de venir à la Chambre de commerce, puis je suis content, ça me fait une vitrine, tout ça. Jusqu'où je peux développer mes affaires à la Chambre de commerce? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire affaire avec la Chambre de commerce elle-même, puis tout ça? La réponse, c'est oui, à condition que tout soit clair et transparent. À condition que vous ayez mis sur la table votre potentiel conflit d'intérêts ça peut être avec un membre de la Chambre ou ça peut être avec la Chambre elle-même. Vous le mettez sur la table et si vous étiez, par exemple, dans un organisme fédéral, vous n'auriez même pas le droit de participer aux délibérations ni au vote. Si vous êtes dans un organisme provincial, vous pouvez participer aux délibérations, mais pas au vote. Vous devez vous retirer au moment du vote. Donc, pour que ça aille bien, pour pas que ça crée de conflits à l'interne, ce que les organismes devraient faire, c'est avoir, en plus d'avoir des règlements, bien sûr, de fonctionnement, mais d'avoir aussi une préoccupation au niveau de l'éthique, d'avoir au niveau de l'organisation, de la gérance, d'avoir un code que l'organisme se donne et qui fait en sorte que tout le monde est bien à l'aise de venir ici, puis d'offrir ses services, puis regardez, si vous vendez des urnes funéraires, vous dites que vous vendez des urnes funéraires, et ce genre d'organisation-là, c'est justement dans le but de développer vos affaires. Donc, il ne faut pas s'empêcher de le faire, il ne faut pas être timide de le faire, il ne faut pas que personne prenne ombrage que quelqu'un qui est dans la même situation que vous profite de la tribune qui y est donnée pour le faire. Parce que sinon, vous seriez dans les Chevaliers de Colomb ou dans d'autres choses, ou dans la Ligue de quilles. T'sais, vous êtes ici parce que vous voulez faire du développement des affaires et c'est votre préoccupation quand vous venez ici. Donc, c'est à l'organisme à prévoir que tout le monde puisse, à l'intérieur de ces paramètres-là, agir correctement, puis deuxièmement, favoriser l'essor de tout le monde. Donc, quand vous devenez administrateur, vous l'assumez, ce fardeau-là. C'est à vous qu'on remet ce fardeau-là de dire, fais en sorte que ça soit un organisme qui est dynamique,
puis qui continue à apporter à chacun suffisamment d'éléments positifs pour qu'il ait envie de revenir. 2, il faut que tu gères ça comme il faut, les employés, notamment au niveau des employés, tout ça, c'est bien important. Puis troisièmement, la pérennité d'une organisation, c'est les finances. Puis tout le monde sait que quand on se réunit, si on parle d'autre chose que d'un manque d'argent, on a toujours plus de fun. C'est comme un couple, tu sais. Si t'es serré financièrement, t'as vraiment autant de fun que quand tu sors puis tu parles d'autre chose que de parler d'argent. Fait que ça, c'est universel, puis ça, c'est bon aussi quand tout le monde se réunit, que si la santé, parce qu'on l'a vécu à la Chambre de commerce de se réunir où on passait le 2/3 du temps à parler de l'argent, puis le tiers du temps à parler d'autres choses, parce qu'on n'avait pas d'argent. Puis généralement, on en parle beaucoup quand on n'en a pas. Quand on en a beaucoup, on parle d'autres choses. Alors, grosso modo, c'est la présentation que je voulais vous faire. Donc, soyez vigilants et surtout, n'hésitez pas dans votre entreprise, dans celle des autres, que ce soit un organisme à but non lucratif, ne vous gênez pas pour demander des comptes. C'est votre devoir de le faire, puis c'est pour ça que vous avez été élu ou que vous représentez l'ensemble des membres. Merci. Merci beaucoup, Maître Yanakis. Vous nous donnez vraiment le goût de s'engager. Très mobilisant, merci. Donc, ce que je retiens sans blague, c'est que à partir du moment où on s'engage dans un organisme à but non lucratif, d'abord, ça prend de l'intérêt, de la détermination, de la motivation. Un, par respect pour l'organisme lui-même, par respect pour les autres administrateurs et surtout par respect pour les membres. Donc, merci beaucoup. Ne sous-estimez jamais le manquement d'assurance responsabilité. J'accueillerai cette fois-ci Maître Sonia Paquin. Sonia est notaire depuis plus de 20 ans et spécialisée en droit des personnes, avec Maître Daniel Grégoire, qui est avocat, lui, depuis plus de 8 ans, spécialisé en droit commercial et des entreprises. En 2012, ces derniers, ainsi que Maître Michael Douglas-Kelly, se sont associés à Maître Richard Doucet, notaire pour former Doucet, Kelly, Paquet et associés, notaire et avocat. Depuis la retraite officielle de Maître Doucet, l'année passée, Maître Paquin, Maître Grégoire, poursuivent la relève du bureau de Bâtisseville. Sonia, Daniel, bienvenue. Et ceux-ci vont nous entretenir des avantages et inconvénients des différentes personnalités juridiques. Merci. Je me céder la parole. Le train est à vous. Alors, bonsoir tout le monde. Nous, on a décidé de vous entretenir ce soir sur les véhicules juridiques. Je vous rassure tout de suite, on va faire ça simple. J'ai mon calepin, là, je devrais avoir le temps de passer au travers tout ça pour vous expliquer chacun des véhicules routiers. Oui, c'est ça. Je savais que je ferais le lapsus à un moment donné. Les véhicules juridiques. Alors, le but, c'est vraiment d'allumer des lumières, faire en sorte que lorsque vous allez rencontrer votre équipe de professionnels, comptables, fiscalistes, avocats, notaires, que vous puissiez poser les bonnes questions. Parce que votre entreprise, elle est en croissance, elle évolue. Donc, la situation juridique de votre entreprise, elle doit répondre à vos besoins. Alors, c'est le but que l'on recherche avec notre petit laïus ce soir. On va commencer avec la forme la plus simple d'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise individuelle. Ça le dit, l'individu, vous-même, en tant que personne, vous êtes l'entreprise. Donc, un des avantages de cette entreprise-là, c'est vraiment la facilité de la créer. Tout ce qu'on a à faire, c'est compléter le formulaire d'immatriculation. On obtient notre numéro d'entreprise. Bingo, on a notre contact avec le gouvernement, on est dans les registres. Donc, on peut commencer à agir. Au niveau des avantages de l'entreprise individuelle, c'est que vous allez pouvoir déduire vos dépenses, vous allez pouvoir fractionner votre revenu tout simplement en engageant un employé. Et comme je le disais tout à l'heure, au niveau légal, c'est extrêmement simple, donc c'est pas payant du tout pour les juristes, non. Non. Alors, il n'y a pas d'autre formalité que le formulaire d'immatriculation. Les inconvénients de l'entreprise individuelle,
ben comme l'individu, c'est l'entreprise, vous allez être taxé suivant votre taux d'imposition, donc le taux d'imposition du particulier. Et surtout, c'est que dans tous les actes, toutes les décisions que vous allez prendre dans le cadre de l'administration de votre entreprise, vous allez être personnellement responsable de toutes ces décisions-là. Donc, si malheureusement il y avait un avarie au niveau financier ou vous vous ramassez avec une poursuite juridique, ben à ce moment-là, c'est votre responsabilité personnelle. Donc, tous vos biens personnels sont à la merci des créanciers. Maître Paquin l'a dit, c'est excessivement simple, entreprise individuelle, une déclaration d'immatriculation. Sans déclaration d'immatriculation, j'ai pas mon NEC, mon numéro d'entreprise du Québec. Là, la plupart d'entre vous savez c'est quoi. Et si j'ai pas de NEC, le gouvernement m'entend pas. Il ne me voit pas, j'existe pas pour lui. Donc, je dois m'immatriculer. Avant de m'immatriculer, j'ai pas l'obligation de m'immatriculer si je fais affaire sous mon nom et mon prénom. Daniel Grégoire, avocat, j'ai pas l'obligation de m'immatriculer. Par contre, il n'y a pas beaucoup de edge à s'appeler Daniel Grégoire, encore moins Daniel Grégoire, avocat. Si je veux exercer sous un autre nom que mon nom et mon prénom, le conseil que j'ai pour vous, quand vous allez choisir votre nom, et probablement que c'est un exercice que vous n'avez pas fait, on le fait pas tous, vous vous immatriculez, même pour vos compagnies, vos sociétés en nom collectif, si c'est le cas, faites faire des recherches de noms. Assurez-vous que le nom est disponible, que le nom est légal. Il y a la loi sur la publicité légale donne des balises, mais en 2010, il y a eu une affaire assez fâchante où les seules personnes qui s'en sont sorties gagnants, ce sont les avocats, malheureusement. C'est la sonde et les produits cosmétiques Oasis, où la sonde est propriétaire du nom Oasis pour les jus, a poursuivi Oasis Cosmétiques, disant qu'il y avait ici une confusion et que la dame qui avait Oasis Cosmétiques surfait sur le nom d'Oasis. La sonde a été déboutée. Par contre, la dame a eu quand même des années de stress et de poursuites et de frais. Donc, pour le nom, l'important à retenir, c'est que ça vaut la peine d'investir quelques centaines de dollars au début avec vos conseillers juridiques, faire des recherches pour vous assurer que le nom est disponible et par la suite de l'utiliser. L'important pour les noms de vos entreprises, c'est de les utiliser. Donc, ça, c'est pour l'entreprise individuelle et le nom. Bon, alors c'est ça. On a parlé de l'entreprise individuelle, donc on sait que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, on va parler des sociétés. Donc, des sociétés, dans un premier temps, en nom collectif, où on va retrouver au moins 2 associés dans l'entreprise. Les avantages de la société en nom collectif, bien encore une fois, au niveau création, c'est très simple. On a encore le formulaire d'immatriculation à remplir pour obtenir notre numéro d'entreprise. Évidemment, si on choisit d'aller en société en nom collectif et qu'on est plus de 2 personnes ou 2 personnes, c'est qu'on veut mettre en commun des forces. On veut aussi aller chercher des apports de la part de chacun des associés. Donc, évidemment, c'est un avantage notoire. En ce qui concerne la société en nom collectif, on peut dire aussi que son entretien est peu coûteux. Je pense surtout au niveau comptable parce que les revenus de l'entreprise vont s'ajouter aux revenus de chacun des associés. Donc, vous n'aurez pas à produire de rapport d'impôt pour la société. Comme tout bon citoyen, chaque associé va produire son propre rapport d'impôt avec les revenus de l'entreprise. En ce qui concerne les inconvénients de la société en nom collectif, on en revient un peu au même que celle de l'entreprise individuelle parce que la SENC, elle est composée d'individus. Elle n'a pas une personnalité juridique distincte, là, en tout cas, on n'entrera pas dans ces détails-là. Mais vous êtes encore une fois taxé au taux du particulier. Donc, vous êtes taxé au plus haut taux. Et au niveau de la responsabilité des associés, alors après avoir, si jamais, encore une fois, il y avait un avarie, problème financier, une grosse créance qui est due, ou encore une fois, poursuite judiciaire, bien, c'est sûr que les créanciers, dans un premier temps, vont aller prendre les biens de la société. Mais si la valeur des biens de la société n'est pas suffisante pour couvrir la créance, alors les associés vont voir leurs biens personnels aussi à la merci des créanciers. Et là aussi, une mise en garde, parce que peu importe lequel des associés a fait la gaffe, tous les associés sont responsables de la totalité de la dette.
Donc, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Au niveau des inconvénients de la SENC, évidemment, on est 2 personnes et plus. Alors, quand plus il y a de personnes, plus il y a risque de mésentente, de litige. Alors, c'est pas dans toutes les sociétés où l'harmonie règne aussi bien qu'entre Maître Grégoire et moi-même. Effectivement. Quand vous débutez en affaires, vous trouvez un partner, la structure est simple. On veut garder les coûts faibles, on s'essaye ensemble, on s'entend bien. C'est facile et on veut aller vite. Donc, on dépose la déclaration d'immatriculation et on commence à opérer. Quand les problèmes surviennent quelques années plus tard, si on s'est seulement serré la main et on n'a pas pensé avoir un contrat de société, un contrat écrit entre nous, c'est là qu'on va voir les problèmes arriver. Et ça vaut la peine, dès le départ, quand vous commencez, de consulter vos conseillers juridiques, notaires ou avocats, pour établir un contrat de société qui va prévoir comment est-ce qu'on partage les revenus, comment est-ce qu'on partage également les pertes, comment est-ce qu'on sort de la société si jamais il y a un litige, qu'est-ce qui arrive également au part social en cas d'essai. Donc, un contrat de société bien rédigé au départ, quelques centaines de dollars peut-être, c'est beaucoup mieux pour tout le monde que plusieurs milliers de dollars des années plus tard en cas de litige. Et ça nous amène on parle de véhicules juridiques, là, à la Lincoln des véhicules juridiques, là, la société par action. La société par action, c'est le véhicule juridique le plus important, celui qui a la personnalité juridique à part, elle est distincte de ses associés. Donc, c'est des actionnaires. Les inconvénients, malheureusement, il y a des inconvénients. Si la société non collectif et l'entreprise individuelle, c'était très peu coûteux à mettre en place. Une société par action, c'est plus coûteux à mettre en place. Et on vous conseille vivement de conseiller des professionnels. Vous pouvez le faire vous-même sur le registraire des entreprises. C'est excessivement simple à créer une charte de compagnie. Mais il y a des dispositions obligatoires pour éviter des problèmes dans le futur. Aussi, c'est plus coûteux à rouler, à entretenir une société par action parce que la société par action, vous allez avoir besoin d'un comptable qui va préparer des états financiers, des déclarations de revenus qui vont être distinctes de celles des actionnaires. Au niveau des avantages, si l'entreprise individuelle, c'est ma responsabilité personnelle que j'engageais, quand j'ai une société par action, j'entrerai pas dans tous les détails de la responsabilité des administrateurs, le soulèvement du voile corporatif, là, mais de manière générale, il y a une différence entre moi et la société par action dans laquelle je suis actionnaire. Sinon, si Maître Paquin l'a dit, là, quand on est seul, on va plus vite, c'est vrai, mais on va plus loin quand on est plusieurs. Si vous êtes plusieurs actionnaires, si c'était important d'avoir un contrat écrit, un contrat de société, une convention par actionnaire, c'est aussi important pour les mêmes raisons, pour prévenir, pour savoir d'avance comment va jouer la game si jamais, malheureusement, ça allait moins bien. Et indépendamment de tout ça, dans vos entreprises au quotidien, les conseillers juridiques, les comptables aussi, les fiscalistes, c'est tous des professionnels, et il y en a d'excellents, d'ailleurs, merci M. Blais de l'avoir mentionné, dans la région, qui sont près de vous et qui peuvent vous conseiller. Et vous ne payez jamais un conseiller pour vous dire ce que vous n'avez pas le droit de faire. On est là pour vous dire comment atteindre vos objectifs. Donc, merci. C'était un survol, je vous dirais, des différents véhicules juridiques. Merci. Merci Sonia, merci Daniel. Comme je l'avais mentionné d'entrée de jeu, sûrement qu'il y a beaucoup d'informations que vous saviez déjà, que vous connaissiez déjà. Ce que j'ajouterais à la conférence, c'est que n'oubliez jamais que votre entreprise, même si elle est dite morale, elle a une vie, elle a une durée de vie. Et tôt ou tard, l'entreprise qui est en démarrage, qui est en croissance, elle aura un cycle d'expansion. Et tôt ou tard, la dite entreprise sera appelée à être vendue, transférée, cédée, dissoute ou quoi que ce soit. Et tous les intrants de l'entreprise font en sorte que la nature juridique de l'entreprise peut être appelée à évoluer, que ce soit au niveau de la fiscalité et de la comptabilité. C'est à peu près ce qu'il faut retenir des entités. Et même si à la base, c'est l'information qu'on connaissait,
Quand vous personnalisez la réflexion à votre propre entité juridique, ben, c'est peut-être là qu'on a besoin de judicieux conseil. Cette fois-ci, j'accueillerai Maître Madeleine Laporte. Madeleine est associée au bureau Laporte Notaire et Associés. C'est une étude de notaire établie depuis plus de 46 ans. Membre du réseau PME Internotaire, le bureau est situé à Bétier. Il y a des bureaux pour des signatures officielles à La Valtrie, Sorel et Saint-Michel-des-Saints. Madeleine va nous entretenir des mandats en cas d'inaptitude avec une clause entrepreneur. Et portez attention, c'est sûrement des volets qui sont assurément sous-exploités. Parce que même au niveau des particuliers, mais en cas d'inaptitude, mandat en cas d'inaptitude, peu en ont. La plupart ne sont pas legit, mais quand on a besoin, on est dans le trouble. Merci. Donc, bonsoir. Je suis votre dessert. J'entends la pluie, je vais essayer de vous faire ça short and sweet. Donc, mandat de protection, nouveau terme depuis l'arrivée du Code de procédure civile. Finalement, c'est un mandat en cas d'inaptitude ou en prévision d'inaptitude. Ça, c'est quand ils nous ont pas achevé. Sinon, c'est le testament. Donc, comme je dis toujours à mes clients, un testament, c'est toujours rentable. On va tout y passer. On sait juste pas quand. Un mandat en cas d'inaptitude, ben peut-être qu'il sera pas payant. On espère qu'il sera pas payant, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de l'homologuer. Il y a deux sortes de mandats. Vous m'entendez bien? Oui. Il y a deux sortes de mandats en cas d'inaptitude qui existent. Les mandats qui sont faits devant témoin, c'est-à-dire vous pouvez acheter un formulaire, aller sur Internet, puis vous remplissez le formulaire, puis vous allez tout simplement le signer devant deux témoins. Je dis toujours, faites attention, si jamais il y a un des deux témoins qui décède ou qui est lui-même inapte ou qui déménage que vous ne voyez pas, bien, pendant que vous êtes toutes là encore, peut-être en refaire un nouveau avec deux nouveaux témoins, parce que si l'autre, moi ça m'est déjà arrivé dans un dossier, il y a un des témoins qui était décédé, puis l'autre, ben, il était rendu inapte lui-même. Donc, le mandat n'est pas fort dans ce temps-là. On est pogné avec des régimes de protection, puis là, ben, on a moins ça. La curatelle publique commence à vouloir avoir des comptes. C'est pas elle qui vient gérer la tutelle ou la curatelle. Ça reste dans le domaine du privé, de la famille, avec des réunions de famille, puis les élections, puis tout ce que vous voulez. Cependant, le curateur public viendra vérifier et compliquer la gestion. C'est quoi la différence entre un mandat en cas d'inaptitude pour un entrepreneur puis quelqu'un de vie normale? C'est tout simplement une personne qu'on peut nommer en plus, une différente personne qui va s'occuper d'une entreprise ou même de plusieurs entreprises. Il faut rester ouvert. C'est-à-dire, un mandat en cas d'inaptitude, quand vous allez voir le notaire, qui est la formulation la plus sécuritaire, c'est-à-dire que le notaire doit s'assurer que c'est bien vos volontés, va regarder avec vous c'est quoi vos besoins. C'est pas juste de remplir un formulaire, là, on s'assoit, on regarde où vous êtes dans votre vie, qu'est-ce que vous avez de besoin. Et en plus de ça, il n'y a pas, lorsqu'on est rendu peut-être au sens de notre famille, notre conjoint, notre conjointe, qu'on serait peut-être rendu à l'homologuer, c'est-à-dire, des fois, ils cachent le beurrier dans l'armoire à sous-vêtements pour faire à croire que ça marche plus, là. Je suis vraiment pas grave. Donc, à ce moment-là, si on se retrouve avec l'obligation d'homologuer ce mandat de protection, nommé comme mandataire, là. Non. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que faut aller voir le notaire ou l'avocat, puis là, ben, on fait la procédure, c'est-à-dire on s'en va chercher le rapport du médecin qui va venir dire que la personne, elle peut plus gérer ses biens, elle peut plus s'occuper d'elle-même. On va avoir aussi le rapport de la travailleuse sociale. Le juriste va aussi rencontrer cette personne-là, voir si c'est vrai, on constate. Et là, après, on fait les formalités pour rendre le mandat en cas d'inaptitude actif, donc l'homologation. Toujours est-il que je reviens un petit peu en arrière, le propre de notre sujet, c'est-à-dire que dans un mandat en cas d'inaptitude, maintenant que vous voyez les formalités là, devant témoin, devant le notaire, il n'est pas actif, on ne peut pas l'utiliser. Sinon, ça prend la procédure en homologation avec les rapports du médecin, travailleur social, puis bon, tout le Bataclan pour être capable de s'assurer que la personne est vraiment inapte, parce que c'est quand même un geste
très difficile et très important d'enlever les droits de quelqu'un à gérer ses biens puis à s'occuper de lui-même. Donc, on va s'en aller dans le mandat en cas d'inaptitude. Qu'est-ce qu'on a dedans? Il y a grosso modo, normalement, 2 grands volets. On nomme quelqu'un pour s'occuper de notre argent, de gérer nos biens. On a une maison. Cette personne va pouvoir là, est-ce que cette personne va pouvoir vendre la maison? L'hypothéquer, parce que là, j'ai besoin de soins qui vont coûter de l'argent. Puis là, ils ont trouvé un remède spécial en Suède, là. Puis là, ça va coûter 40 000 $, là. Bon, bien, on peut peut-être l'hypothéquer, la maison, là. Si on a besoin de sous pour payer ces frais-là, pour améliorer la condition. Mais c'est toutes des possibilités. Aller à la poste, aller à la banque, la caisse. C'est ça. Merci. 2 points dans mon calepin. Donc, à la caisse, faire toutes les transactions, accepter, refuser une succession. Il y a quelqu'un qui me fait du mal, bon, ben, que la personne puisse me défendre, ou j'ai fait du mal à quelqu'un dans ma folie, bon, ben, me défendre aussi. Maintenant, ça, c'est ce qui est dans un mandat en cas d'inaptitude normale. Là, je saute beaucoup d'étapes, mais c'est normalement la gestion comme je le ferais moi-même. On peut rajouter à ça, j'aimerais ça, moi, j'ai l'habitude là, de faire des cadeaux de X $ à chaque anniversaire. J'aimerais ça que ça soit marqué pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, puis qu'il continue à le faire, mon mandataire, puis tout ça. C'est toutes des choses que c'est avec votre conseiller juridique que vous êtes capable de vous asseoir et de dire c'est quoi votre vie? Qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que oui, on peut faire des mandats. Souvent, les gens disent je veux le minimum, là, on paye pas trop cher puis on fait le mandat. C'est correct aussi. C'est bien correct. C'est une protection. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien, votre conseiller juridique va être capable de vous y amener. Deuxième volet, c'est les pouvoirs de votre mandataire que vous allez lui donner pour s'occuper de vous, là. Les pilules, les soins. Je m'en vais-tu à telle institution, est-ce que je veux avoir, là, c'est bien à la mode, là, je vais piétiner un peu, là, la fin de vie, je fais quoi avec ça, là, tu sais? Mais là, encore là, je suis dans le mandat en cas d'inaptitude normale. Je veux déborder un petit peu parce que c'est quand même intéressant. Puis s'il y a des gens ici qui n'ont pas encore fait leur papier, ben c'est important à savoir. Donc, on englobe plein de choses. Là-dedans, on peut englober, si on a des jeunes enfants, nommer un tuteur pour nos enfants. On peut aussi dire, ben moi, ça va être important là qu'ils rentrent dans les scouts. Puis qu'ils ne manquent pas, je fais des folies, mais qu'ils ne manquent pas une activité de musique, ou que c'est important qu'ils fassent tel sport, ou on peut aller dans la religion, on peut aller dans plein de choses. On peut dire plein de choses. Là où ça va vous intéresser ce soir pour le thème de la discussion, en tant qu'entrepreneur, vous me dites, moi, j'ai ma tante Gertrude qui peut s'occuper des enfants, puis, tu sais, qui va me passer une petite débarbouillette humide, là, c'est correct. Puis j'ai mon oncle Gérard que lui, ben il est bon en business, là, puis il va pouvoir me gérer ça, ma maison, là, puis mes comptes de banque, payer mon compte d'hydro, puis mon compte de belle, là, c'est bien correct. Mais l'entreprise que j'ai, ma tante Gertrude, elle connaît rien là-dedans, puis mon oncle Gérard non plus, là. Là, je dis des noms de même, mais c'est pas ça, là. Vous pensez à votre conjoint, votre conjointe, à peut-être votre frère, votre soeur, votre père, votre mère. Vous pensez peut-être même à vos enfants s'ils sont rendus en âge d'être capables de gérer quelques affaires. Mais tous ces gens-là, là, malgré toutes leurs compétences, leurs connaissances, la lourdeur d'une entreprise, ça, c'est quelque chose. Est-ce que cette personne-là ou ces personnes-là vont être capables? Ben, faites-vous pas de cheveux gris. Vous pouvez nommer quelqu'un d'autre. Aussi, en plus. Ça peut être... Ah oui, je te regarde. Je me vite. Non! Moi aussi, j'en ai beaucoup. Donc, à ce moment-là, tu sais, on peut soit nommer une personne qui va tout gérer, là, ma santé personnelle, mes biens personnels, puis mon entreprise, ou ça peut être 2 personnes différentes, 3 personnes différentes. OK? Qu'est-ce qu'on va venir mettre pour notre entreprise? Moi, je peux vous donner des exemples.
Mais si vous avez des spécifications, c'est ça qui est important, puis c'est ça qui est le fun. Mais on va dire, moi là, je veux que la personne que je vais nommer continue à gérer mon entreprise. Gérer peut devenir gérant de l'entreprise. Va pouvoir, excusez, je regarde un petit peu mes notes, là, faire la continuité de cette entreprise-là. Acheter les matières premières, engager les employés, régler les problèmes de CSST si jamais il y en a, faire toutes les représentations gouvernementales. Le day-to-day, pareil comme vous faites. Allez même jusqu'à dire, ben là, l'entreprise, là, sans Joe Bin, là, a plus de sens. Tu sais, on aura beau la continuer, c'est cette personne-là qui maintenant est inapte, qui donnait l'essence de cette entreprise-là. Donc, vous pouvez même donner les pouvoirs à cette personne-là de dissoudre cette société-là. Là qu'on parle de n'importe quoi. C'est sûr que quand on s'en va en compagnie, si vous êtes incorporé, comme Maître Paquin ou Maître Grégoire vous parlait tout à l'heure, là, c'est sûr qu'il y a une petite nuance à apporter, vite, c'est que là, il va venir être représentant des actions que vous possédez dans cette compagnie-là. Pas nécessairement, s'il y a 3 ou 4 autres partners, vous ne serez peut-être pas élu comme administrateur, à moins qu'il y ait une convention d'actionnaires de fait au préalable qui vient dire, ben on s'entend que sinon un qui est inapte, là, son représentant là, comme mandataire va être obligé d'être administrateur aussi. T'sais. Faites tout ce qu'on veut, là. Les papiers, c'est à ça que ça sert. C'est pas un moule, c'est pas un carcan. Faut que ça vous ressemble, faut que ça soit pour vous autres. Donc, j'ai parlé de continuer l'entreprise ou de la dissoudre, de la fermer. Ça peut être d'ouvrir du crédit à des institutions financières. Ça peut être gérer le personnel, comme j'ai dit. Ça peut être poursuivre quelqu'un qui doit des sous à l'entreprise ou, au contraire, défendre la société. Donc, bien franchement, les mandats en cas d'inaptitude, c'est bien important. Les gens que vous allez nommer pour s'occuper de vous-même ou de vos biens personnels, c'est une chose. Est-ce que ces personnes-là ont les connaissances, le temps aussi pour s'occuper de votre business? Puis peut-être que c'est important pour vous que cette business-là continue parce que vous avez peut-être des enfants qui commencent à travailler dans l'entreprise ou qui font des études pour pouvoir travailler dans cette entreprise-là, puis durant le temps qu'ils soient prêts à eux-mêmes gérer l'entreprise, ben peut-être que d'avoir une personne ressource comme ça qui a les pleins pouvoirs pour la continuer, ça serait l'idéal. Pour les gens qui n'ont pas de mandat en cas d'inaptitude, autant pour votre entreprise que vos biens personnels, ce qui se passe, ce sont des régimes de protection. Les régimes de protection, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir un conseil de famille, donc il y a des gens qui sont obligés d'être invités, pas obligés d'être là, obligés d'être invités, et à ce moment-là, puis d'autres qu'on n'est pas obligé d'inviter, mais qu'on veut qu'ils soient là aussi, là, c'est ouvert. Et là, à ce moment-là, ben, tout le monde est assis alentour de la table, puis ils vont élire le tuteur ou le curateur, tout dépendant, votre santé, ce qui est le mieux pour la personne. La différence, c'est qu'un curateur, il a plus de pouvoir parce que ça veut dire qu'on n'est plus pantoute là. Un tuteur, c'est quand la personne a encore certaines aptitudes ou connaissances, où là, le tuteur a moins de pouvoir aussi. Et tout dépendant des actifs aussi, on peut choisir un ou l'autre. Mais ça, on a une réunion de famille, puis là, ils vont élire la personne qui va s'occuper de notre personne inapte, et elle va être surveillée par 3 autres personnes, plus 2 suppléants, là, au cas qu'il y en ait un qui ne puisse pas être là. Et tout ce beau monde-là, comme je vous ai dit au début, vont, une fois par année, rendre des comptes au curateur public. Ça, c'est pas le fun. Plus, si il y a un bien immobilier, par exemple, moi, j'ai une entreprise qui possède une bâtisse commerciale, bien, pour vendre ma bâtisse commerciale, là, attendez, là, ouais, ça va me prendre le conseil de tutelle, là, qui va dire, ah ben oui, là, il faudrait vendre ça, cette bâtisse-là, là, ça coûte cher, puis l'entreprise n'a plus les moyens. Mais en plus de ça, il va falloir avoir une promesse d'achat réelle pour pouvoir la présenter à monsieur le juge. Parce que là, c'est là que ça s'en va. Moi, je les aille pas, ces dossiers-là, là.
comme tous mes confrères juristes, sont payants. Mais c'est plate quand ça arrive. Parce que ça coûte des fortunes, alors que pour quelques petits dollars, la personne aurait pu décider exactement ce qu'elle voulait, puis qui elle voulait pour s'occuper de ça. Puis on élimine toutes les procédures juridiques pour savoir, bon, mais là, monsieur le juge, là, on est prêt à vendre la bâtisse commerciale 350 000. Ouais, bien là, ça vaut 500 000. Oui, mais ça fait 1 an qu'on essaye de la vendre. Avez-vous pris les dispositions, les mesures adéquates pour vendre votre entreprise? Parce que là, on fait perdre beaucoup, beaucoup d'argent, là, à personne inapte. On n'a pas ça. Tu sais, les évaluateurs agréés qui viennent évaluer les biens puis tout le kit, là, ça l'évite un paquet de complications. Donc, pour moi, ce soir, ça fait le tour un petit peu de la question. C'est pas un sujet qui est très long à faire le tour, mais qui est quand même très important dans nos vies de tous les jours. C'est bon pour nous en tant qu'entrepreneurs ou gens d'affaires, puis c'est bon aussi pour les gens qui sont pas nécessairement en affaires, mais qui ont des biens ou même qui veulent nommer, qui veulent avoir la maîtrise et le contrôle de qui va s'occuper d'eux et de leurs biens s'ils sont plus là pour plus capables de le faire eux-mêmes. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. C'est tellement stimulant. On aurait pu intituler la conférence « Asseoir ou faire peur au monde ». Ce n'était pas l'objectif avoué. Maintenant, si les mini-conférences qu'on a tenues ne suscitent qu'une seule réflexion chez l'un d'entre vous, une de vos connaissances proches, et que ça se traduit par un appel de conseil judicieux chez un de nos 3 conférenciers, tant mieux, on aura atteint l'objectif qui était poursuivi par la Chambre de commerce. Je remercie le conseil d'administration de la Chambre d'avoir accepté d'aller dans cette direction-là. J'ose espérer que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. On a déjà une belle entreprise représentée par 4 membres de famille, la même famille ou des proches partenaires. Si tout n'est pas à date dans vos affaires, bien, vous avez une belle opportunité de mettre ça à jour. Surtout avec la fiancée, avec les enfants, l'expansion des franchises. Voilà tout un plat. Maintenant, permettez-moi, en finissant, merci aux membres de la Chambre, merci à Louis. En finissant, j'ai deux petites pauses publicitaires, deux commerciaux. D'abord, c'est le temps des rires. J'ai vérifié avant de partir, il nous en reste encore. Fait que vous avez, si jamais ça n'est pas fait, jusqu'au 29 février pour y cotiser. Et non pas pour faire... c'est pas pour le bénéfice de la caisse, c'est pour vos réductions fiscales et votre planification de retraite. C'est très intéressant. Deuxième, j'ai laissé sur les tables un petit carton publicitaire. Machine à monnaie, distributeur, compteur à monnaie, exclusivité à la caisse de Dautré pour l'instant dans tout le Desjardins du Québec. C'est une machine qui, finalement, la publicité le dit, là, vous arrivez avec votre cochon, vous le videz dedans. Quelques secondes plus tard, il vous sort un ticket que vous présentez à la caissière. Elle le dépose dans votre REER, elle le dépose dans votre compte chèque, on l'applique sur votre marge de crédit ou on vous le remet en billet. Donc, c'est très simple. On est à tester actuellement au centre de services de Betty de la Valtrie cette nouvelle machine-là. Non pas la tester au niveau technique, mais tester à savoir si ça répond à un besoin local. On pense que oui, la difficulté qu'on éprouve depuis 3 semaines, c'est de faire connaître la machine. Ceux qui viennent dans la caisse la voient, ils ne savent pas à quoi ça sert. Quand on fait une démonstration, j'ai des témoins vivants, c'est très intéressant. Malheureusement, on pense que c'est au bénéfice de la population, membres et non membres de la caisse. C'est bon pour les entreprises, travailleurs à pourboire, dépanneurs, épiceries. Au lieu de passer des heures à rouler de la monnaie, des cents, des 25 cents. Des cents d'abord, il n'existe plus, mais il en reste encore dans la maison. Fait qu'au lieu de les laisser là, amenez-les, venez la tester. De toute façon, c'est pour le bénéfice de l'ensemble de la population. Il n'y en a pas actuellement. Dans Betty, il n'y en a pas. Il y a des banques qui sont en train d'en introduire. Pour l'instant, ça ne nous menace pas. C'est plus Banque TD, Banque de Montréal. Heureusement, ils ne sont pas sur place. Mais il pourrait en avoir dans des épiceries, GA Métro, il y en a déjà dans les Loblas. On a introduit la machine à un tarif compétitif en termes de commissionnement. Donc, je vous donne un exemple. À la caisse, c'est 6 %. Chez Loblas, c'est 11,9 %. C'est sûr, ça coûte 6 %. Là. Mais là, vous avez le choix. Vous achetez vos petits plastichanges
vous passez des heures à rouler des cents, des 30 sous. Puis supposons dans votre cochon, il y a trop de 2 piastres, 6% de 2 piastres, ça fait déjà cher. Enlevez-les vos 2 piastres avant de venir à la caisse, puis mettez-les dans le petit place de charge. Fait que je vous invite, quand je dis, je ne dis pas une blague, amenez-le, le carton, si vous n'en avez pas besoin personnellement ou dans votre famille immédiate. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut en avoir besoin, le but n'est pas de faire de l'argent, de rentabiliser, c'est vraiment de mesurer s'il y a un besoin pour la population, sauver du temps et énergie. Fait que c'était mes 2 plugs commanditaires. Merci beaucoup. Puis la suite, c'est Cathy qui revient ou c'est Louis? Ah, déjà, oui. Merci. En fait, j'inviterai maintenant Mme Mélanie Bélanger de Yuzu Sushi et Technicum, mais également vice-présidente de la Chambre de commerce de Berthier et d'industrie de Berthier-Dautré. Venez vous dire le mot de la fin. Bon retour à tous. Invité aux prochaines activités. Alors, le super défi entreprise du 10 au 13 mars à l'Arena Joanie Rochette. Venez encourager pour la 2e édition le tournoi hockey de la Chambre de commerce présenté par les résidences funéraires F. Thériault. Et à ne pas manquer aussi, mercredi le 30 mars, le dîner conférence au Club de golf de Berthier. Le titre de la conférence, Les affaires, c'est tout un combat, par Jean Bédard, fondateur des restaurants La Cage au Sport. Cette activité vous est présentée par Accès Compétences Dautré. En terminant, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré remercie bien sincèrement ses partenaires de l'activité, soit Desjardins, le Désin Berthierville, nos conférenciers et conférencières, et encore une fois, félicitations à M. Steve Arnois des Délices d'antan. Merci également à tous les partenaires de la Chambre pour votre présence. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Jean-Louis pour CTRB, je suis ici au Désin en compagnie de M. Steve Arnois. Steve Arnois, ça va bien? Très bien, merci. Parfait. Depuis 2004, vous avez pris les rênes de Délices d'antan. Dis-moi comment se porte Délices d'antan? On se porte très bien, toute l'équipe. On est en pleine croissance depuis quelques années déjà. Et puis, on fait la promotion de nos fameux beignes de Berthier, comme on les appelle. C'est très le fun d'avoir que les clients adorent nos produits. OK. Dis-moi, est-ce que, M. Arnaud, est-ce que Délices d'antan vise à aller sur d'autres marchés? Je sais que Délices d'antan est un petit peu partout au Québec, du côté de Magog, etc. Est-ce que vous avez d'autres objectifs pour l'année fiscale qui s'en vient, l'année de 2016, de 2017? Bien, c'est sûr que là, on opère sous forme de franchise, en fait, et puis les territoires sont ouverts comme tels avant de faire la publicité, parce qu'on n'a jamais fait de publicité comme telle, comme quoi que les franchises étaient à vendre. C'est les gens qui nous... On a eu une demande, les gens disaient on aimerait savoir un Délices d'antan dans telle ville. On peut pas faire ça tout d'un coup, fait qu'on prend une bouchée à la fois, on respecte notre cadence de production pour être capable de bien encadrer nos nouveaux franchisés. Et puis, au niveau des caravanes aussi, également, c'est des franchisés en caravane. Et puis, on espère que le développement se fasse du mieux possible, puis dans l'air d'aller qu'on est capable de faire. Je crois que Délices d'antan, les gens du Québec, plus précisément les Québécois, s'identifient beaucoup à Délices d'antan. Oui, on est très fiers de ça. C'est sûr, on est des Québécois pur laine. Et puis, on vient du secteur. Et puis, on a des valeurs familiales qu'on transmet aussi au niveau de nos employés. Comme je dis, on ne dit pas souvent que c'est nos employés. On est toute une grande famille, une belle équipe. Donc, c'est pas mal ça. Je vous remercie, M. Arnaud. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici au Désin en compagnie de M. Daniel Blais, directeur de la Caisse populaire de Berthier-Dautré. M. Blais, comment ça va? Ça va très bien. Merci, Jean-Louis. Parfait. Ce soir, on vient d'assister à une conférence, M. Blais, une conférence tout à fait intéressante. Qu'est-ce que, justement, la Caisse populaire de Berthier-Dautré et la Chambre de commerce visent avec une telle conférence? Bien, évidemment, c'est d'explorer un nouveau sentier pour le bénéfice des membres de la Chambre de commerce. On voulait fournir à nos membres de la Chambre de judicieux conseils. Pour aujourd'hui, c'est de nature juridique, de façon à mieux planifier, mieux consacrer la sécurité de leur entreprise. Donc, on a travaillé avec 3 firmes spécialisées de juristes qui sont localisées à Berthierville pour animer 3 sections de conférences. Et c'était dans le but d'enclencher des réflexions
chez nos entrepreneurs, nos gens d'affaires. Fait que c'était le but de la conférence qu'on pense avoir atteint. Donc, c'est pour mieux informer les entrepreneurs que vous recevez aussi dans vos bureaux. Oui, les informer, c'est souvent de l'information qui, de façon générale, la connaissent. Mais souvent, quand vient le temps d'administrer, de gérer, de planifier, il y avait un sous-objectif aussi de sécuriser leur entreprise, de penser à leurs élèves, penser à la structure juridique, l'impact fiscal, les économies potentielles, les responsabilités et autres. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a voulu l'aborder. Puis à la Chambre de commerce, on a souvent tendance à travailler avec nos entreprises, plus en réseautage, mais dans une relation client-fournisseur. Tandis que là, ça se voulait peut-être un petit peu plus académique que ce qu'on fait habituellement. Disons aussi, c'est la bonne gouvernance aussi. Oui, par rapport à ce que Maître Yanakis a présenté tantôt, il y avait bonne gouvernance, responsabilité des administrateurs quand on joint un organisme à but non lucratif, et que c'était un peu de démystifier tout ça. C'est pas dangereux, ça fait pas mal, mais il faut le savoir. Je vous remercie pour votre disponibilité, M. Blais. Merci, Jean-Louis.